Nous allons poursuivre nos travaux donc sur un thème que je vous ai proposé. Alors, un thème un peu plus large qu'à l'accoutumée, puisque aujourd'hui nous allons étudier un philosophe qui s'appelle, je vais le catégoriser comme ça, Léo Strauss, dont philosophe politique, philosophie politique. Et notamment, je vois que Adrien Louis, j'ai découvert ce matin, donc là voilà, ça, une photo de Léo Strauss, dont j'ai découvert Adrien Louis a écrit visiblement un livre sur lui, et Adrien Louis est également quelqu'un qui a écrit ce livre-là, Les meilleurs n'auront pas le pouvoir. Et c'est très intéressant qu'il ait justement fait quelque chose sur Léo Strauss, parce que c'est tout à fait en raccord justement avec cette question des meilleurs, des aristocrates qui est le pouvoir. Donc vous l'aurez compris, cette émission va aussi parler de politique, mais pas que, puisque le thème qui est raccord vraiment avec nos travaux que je vais aborder aujourd'hui, se base sur cet ouvrage, Léo Strauss, donc qui sont les minutes en définitive d'une conférence qu'il a donnée. Léo Strauss, pourquoi nous restons juifs? C'est une question tout à fait intéressante. Donc, il y a la croisée du spirituel, enfin du religieux, j'ai plutôt tendance à dire en l'occurrence du religieux, plutôt que du spirituel. Alors, donc j'ai écrit, donc je vais lire au fur et à mesure, je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Donc c'est sur la base, compte rendu, pourquoi nous restons juifs, compte rendu de lecture, de ma lecture, donc avec mon commentaire au fur et à mesure, j'essaierai de distinguer précisément. Donc tiré des minutes d'une conférence de Léo Strauss à l'université de Chicago en 1962. Donc Léo Strauss, tout d'abord, c'est un philosophe et historien de la philosophie, juif allemand, donc qui a émigré aux États-Unis à partir de 1937, pour fuir le nazisme. Et donc, il est mort en 1973, je crois, de mémoire. Donc, il est connu pour avoir étudié la tradition philosophique classique et les idées classiques et modernes du droit naturel. Notamment son ouvrage, je dirais, qui a deux références, c'est celui-ci, Léo Strauss, Droit naturel et histoire, que j'ai lu de façon... Alors, pas exhaustive, parce qu'il me manque la dernière partie que j'ai pas lue sur Burke. J'ai lu celle sur les philosophes plus connus, je dirais. Alors que Burke, bon voilà, c'est un petit peu plus exotique entre guillemets. Donc il faudra peut-être que je m'y attelle un de ces jours, mais bon. Donc, dans lequel il s'oppose, donc sur le droit naturel, c'est vraiment un spécialiste du droit naturel sur lequel nous on se repose énormément, enfin dans les travaux qu'on a, donc c'est vraiment une référence, défenseur du droit naturel, qui s'oppose notamment à l'intérieur ouvertement au sens social contemporaine, surtout celle, je dirais, de Max Weber, donc sur l'historicisme, disons qu'on ne peut tirer aucune règle générale, etc., mais que c'est toujours contextuel, local, etc. Et en plus, il a étudié également l'histoire de la philosophie juive, et en particulier la période médiévale, Maïmonide notamment, et un autre penseur juif dont je ne me souviens plus le nom, Farabi, ou un nom comme ça. Donc, alors pourquoi également il est intéressant, puisque les néoconservateurs, notamment américains aujourd'hui, et qui ont inspiré notamment George W. Bush au début des années 2000, sont nommés les Straussiens. Straussien, justement, qualificatif utilisé notamment par Thierry Messant, qui est l'auteur du blog Réseau Voltaire, que vous avez sans doute croisé dans vos visionnages divers, et qui est, pour moi, à mes yeux en tout cas, et c'est une des discussions que j'avais eues également avec Claude Janvier, qui travaille notamment, qui est l'auteur de différents livres, et notamment il a aussi une émission, il anime une émission sur TV ADP régulièrement.
à mon sens, c'était difficilement compatible de le considérer comme straussien, comme le maître à penser des straussiens, des néoconservateurs dans le sillage de George W. Bush, et difficilement compatible avec son œuvre. En tout cas, c'est pas ce qui transpire. Enfin, pour moi, c'est pas ce qui transpire ici dans Droit naturel de l'histoire ou dans sa bataille contre le nihilisme, nihilisme et politique. Donc c'est ce qui m'interroge également. Donc c'est aussi intéressant de l'étudier à ce titre. Toutefois, ce courant politique est connu pour, en même temps, ce courant politique est connu pour son très fort tropisme à la fois évangéliste et sioniste. Donc, Strauss est quand même un conservateur, soyons très clairs là-dessus, et nous allons voir ce qu'il en est du sionisme exactement. Donc c'est ce qui fait que je me suis proposé de faire ce compte-rendu un petit peu à la croisée de plein de chemins, en définitive, ce pourquoi nous restons juifs, qui semble à la fois intéressant donc, du point de vue religieux et politique. Je n'utiliserai pas, j'avais marqué spirituel, mais je n'utiliserai pas le mot spirituel en l'occurrence. Alors, il commence son... Alors, je ne vais pas tout vous dire, parce que, vous voyez, le livre, il est assez court. Si vous avez envie de le lire, je vous invite à le lire. Il parle notamment au départ de la discrimination. La discrimination, qui est une question importante dans l'histoire juive. Mais lui, ce qu'il affirme à différents endroits, pages 18, 23 et 55, normalement, c'est que la discrimination est indissociable de l'homme. Et que, pire que cela, la fin de toute discrimination, ça voudrait dire la fin même de la sphère privée, puisque si tout est ouvert, c'est-à-dire vous discriminez bien des gens de votre famille, de votre entourage, des autres, etc. Donc, c'est la discrimination au sens très large du terme, je dirais. C'est donc, ça serait la fin, si on mettait fin à toute discrimination, ça serait la fin de la sphère privée, mais également de la fin de la société libérale qui sépare notamment le public et le privé. C'est-à-dire ce qui relève de chez vous et que vous ne faites pas rentrer tout le monde chez vous. Les murs ne sont pas des murs de verre. Et donc il y a deux sphères distinctes. Donc il dit que la discrimination est nécessaire, est indispensable, indissociable à l'homme. Et que cela est... alors, je dirais, là c'est moi qui parle, ça me semble effectivement vrai. Peut-être que je mette une autre casquette quand c'est moi qui parle, mais je n'ai pas de casquette, je suis désolé. Tiens, je t'en prête une. Quand c'est moi qui parle, bien, je vais me mettre en plein écran, comme ça sera plus simple. Ah oui. Voilà. Alors moi, je dirais que ça me semble tout à fait vrai, ce qu'il dit là, parce que c'est justement ce que prône le wokisme. C'est-à-dire que vous ayez tout ouvert, vous n'avez plus aucune sphère privée, et on vous impose en définitive que du public. Et donc, c'est quelque part la définition même des sociétés qu'on appelle totalitaires. Donc, effectivement, il y a une certaine discrimination, même si moi, je préférais utiliser le terme distinction plutôt que discrimination. Et il poursuit d'ailleurs que les juifs, par exemple, se distinguent des noirs, qui ont également été discriminés historiquement, parce que la justice est un principe qu'ils ont intégré de longue date dans leur histoire, ce qui n'est pas le cas des noirs. Donc il fait la différence. Alors là, de nouveau, c'est moi qui vais parler, qui vais prendre et mettre un peu une réserve par rapport à ça, parce que le droit naturel, ce qu'il dit là, quelque part, ça le contredit. Sauf, justement, à assimiler la justice au légal, plutôt qu'au légitime. Donc, ce qui est certes cohérent avec les religions du livre, du légal, écrit noir sur blanc, notamment les 613 règles de la Torah, mais on sent déjà, et ça se sent au filigrane dans le livre, et ça se confirme dans d'autres lectures, même si ça ne transpire pas dans ces autres ouvrages que je vous ai présentés, on sent quand même une certaine revendication de supériorité qui est un petit peu là en filigrane tout au long de la lecture. Alors, donc voilà pour ce premier thème, je dirais, qu'il aborde la discrimination.
Et bien, alors, on comprend bien que cette conférence, hein, même s'il le titre lui-même lui posait problème, enfin, il s'en explique tout au début, j'en parlerai pas, mais c'est la question du problème juif, en définitive. Et il dit, il tire notamment comme conclusion des expériences antérieures, qu'il est impossible de fuir ses origines. Vous l'aurez compris, Léo-Strauss est juif. Hein. Je l'ai pas dit, mais ça me semblait aller de soi. Et donc, il dit que c'est impossible de fuir ses origines. Qu'il n'y a pas de solution au problème juif. Hein. C'est ce mot. Et donc, quelque part, il se pose en contradicteur de Viette ou de Marx, pour lesquels tous les problèmes, peuvent trouver une solution dans notre... c'est un problème insoluble pour lui. Et, alors, insoluble, alors, voilà, vous allez avoir plein de contradictions en définitive. Enfin, c'est pour ça que j'ai continué d'étudier, parce que c'était très intéressant dans droit naturel et histoire, on a une certaine cohérence, je dirais. Mais en fait, on va s'apercevoir qu'il y a plein de paradoxes dans la pensée de Léo-Strauss, en définitive. Énormément de paradoxes. Et donc là, il dit par exemple, il n'y a pas de solution au problème juif, et puis après, il énonce 3 solutions possibles. Voilà, on n'a pas fini avec les paradoxes. Hein. Alors, il dit 3 solutions possibles. Mais on va voir qu'il va revenir sur le fait qu'il n'y a pas de solution quand même. Mais qu'au final, il en choisit une malgré tout. Bon. 3 solutions possibles au problème juif. La première solution, c'est l'assimilation. Donc l'assimilation à l'endroit où il se trouve, avec les populations locales. Ou bien la non-assimilation. Donc là, c'est dès lors, ils sont vus comme une secte, à part de la société, qui se vivent un peu à part de la société. Ça, ce sera la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est la séparation. Et c'est le sionisme, justement, c'est de dire, bah, on va créer un État où il n'y aura que des juifs dedans, et puis on sera tranquille comme ça. Et pour lui, les 2 premières sont rejetées, parce qu'elles sont impraticables. Notamment l'assimilation dit qu'elle n'est pas possible, parce que elles sont... ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, ça n'arrive pas. Donc là, je vais de nouveau réagir à cela. Je dirais que pour moi, historiquement, pourtant, ce sont malgré tout les 2 premières, pendant quand même pendant des siècles, qui ont été les plus pratiquées. Hein, l'assimilation, mais également la séparation, les 2 ont été pratiquées, je dirais, massivement dans la réalité. Quoi. Et puis je dirais que la troisième, celle du sionisme, de la création de l'État d'Israël, est quand même bien mal partie dès le départ. Bon, je vous renvoie à l'histoire de la fondation d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Et, je reviens à ce que je disais à l'instant, s'il n'y a pas de solution au problème juif, pourquoi est-ce que le sionisme serait une solution? Donc là, c'est de nouveau un paradoxe, sinon une contradiction dans son discours. Autre point qu'il met en avant, pour prolonger un peu ça, je dirais, c'est la rupture qu'il voit, qu'il observe entre le judaïsme et le sionisme, justement. Avec d'un côté une aspiration à guider tous les hommes, en tant que peuple élu, et de l'autre, un combat politique restreint aux intérêts des seuls juifs, c'est-à-dire un chemin ayant éliminé la spiritualité de ce dogme. Donc dans le premier, on aura bien compris que c'était le judaïsme traditionnel, quelque part, historique en tout cas, et dans l'autre, on a le sionisme. Et c'est-à-dire, donc d'un côté... c'est cette orientation sioniste à laquelle Léo-Strauss ne peut s'empêcher de rendre hommage. Elle a été sioniste nationaliste, notamment dans ses jeunes années, il faut le savoir. Mais après, il s'est éloigné du sionisme, tout en le restant. Enfin voilà, ça c'est très contradictoire hein, dans son... on voit bien qu'il n'est pas à l'aise dans son... Enfin moi, c'est ce que je ressens. Hein. On voit bien qu'il n'arrive pas en fait à dégager. Pourtant, quand on le lit, on voit que c'est de très haut niveau, qu'il a étudié les choses vraiment en profondeur. Mais il n'arrive pas à se dégager... une conviction, une orientation, je dirais. Mais en plus, plus loin, donc, il précise que ce sionisme politique ne fut pour lui qu'un engagement de jeunesse, et que pour lui, le sionisme politique, quelque part, maintenant, il est moins dedans. Hein.
plus un sionisme spirituel, quelque part, parce qu'il voit bien, comme il analyse les choses en profondeur, il voit bien qu'il y a des contradictions, des paradoxes irréductibles. Il essaye de se débattre là-dedans, en définitive. Et il constate également qu'Israël, c'est au moins en partie la négation de l'assimilation. Quelque part par définition même, hein, puisqu'on se sépare, on se met complètement à part, ça veut dire qu'on abandonne quelque part l'assimilation, au moins une négation. Pourtant, il constate, et notamment il cite une anecdote, que des juifs allemands, hein, en Allemagne, des juifs qui sont réellement assimilés en Allemagne, étaient en fait bien plus juifs que des sionistes. Et ce qui semble tout à fait... au fond, c'est assez logique, hein, parce qu'au fond d'eux, ils restaient dans leur culture, hein, quelque part, alors que dans les autres, il y avait une rupture, je dirais, fondamentale avec le judaïsme tel qu'il se définit, je dirais, quoi, en tant que peuple élu qui doit guider, quelque part, hein, c'est moi qui extrapole un peu, mais qui doit guider le reste de l'humanité, les nations, les goïms. Et donc, en se mettant à part complètement, c'est une négation. Hein. Mais lui, il le cite dans une anecdote vécue. Hein. Là, je le fais un peu de façon théorique. Alors, donc voilà la matière qu'il nous propose. Alors, venons-en au cœur, je dirais, de son argumentation. Pourquoi rester juif? Parce que, alors là, je vais le citer, une petite citation. La substance du judaïsme n'est pas une culture, mais une révélation divine. Donc là, évidemment, ça change tout, quoi. On comprend dans cette phrase, effectivement, que ça change tout, et que le sionisme, c'est une vision extrêmement étriquée de cela, forcément, fatalement. Donc il dit, il ne peut donc y avoir, en même temps, il dit, il peut y avoir qu'un sionisme, si un vrai sionisme, devrait être religieux, lié à la tradition des ancêtres. Et là, c'est moi qui parle maintenant. Donc, quelque part, ce qu'il propose, c'est un retour en arrière réactionnaire, mais qui, immédiatement, il voit lui-même comme impossible. C'est tous les paradoxes de sa pensée extrêmement, sinon contradictoire, mais paradoxal, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, et donc, il voit bien que c'est une solution impossible, il le dit lui-même explicitement, hein. Mais au final, la solution de la séparation et du sionisme. Mais il dit, il l'adopte finalement. Finalement, et là, son argument maître, c'est celle de la fidélité aux ancêtres. Car un abandon serait honteux. Voilà, je dirais, c'est exactement ce qu'il dit. C'est ça sa justification. Le cœur de sa justification de rester juste. C'est la fidélité aux ancêtres, car un abandon serait honteux. Bon. Moi, je dirais, là, je reprends la parole à titre personnel, dès lors, sa solution, puisqu'elle est impossible, il l'a dit impossible en même temps, ne serait quelque part qu'un faux-né. Et quelque part, elle est pas, pour moi, à mes yeux, elle n'est pas moins honteuse. La seule solution, à mes yeux, elle est devant, elle n'est pas derrière, c'est pas dans le passé que vous allez la trouver, c'est en s'appuyant sur le passé, mais elle n'est pas dans le passé, elle est forcément en allant de l'avant valablement, justement, en transcendant ce passé, et notamment ces discriminations. C'est un peu comme pour le droit naturel, Léo Strauss a quasiment, ce qui est assez intéressant dans ses analyses, c'est qu'il a quasiment toutes les cartes en main, et la profondeur de son analyse pour combiner tout cela, mais quelque part, il cale devant l'obstacle. Il reste à son pied. Parce que là, on voit bien qu'il a progressé pour essayer de trouver des solutions. Puis au fond, au final, il recule. Il redit, basons-nous simplement sur les ancêtres. Quelque part, il recule pas, il s'arrête. Il recule, mais juste d'un pas. D'ailleurs, il le dit textuellement. Hein. Donc c'est assez dommage, quelque part. Mais j'y reviendrai dans ma conclusion. Pour lui, et là c'est une autre citation, aucun juif ne peut faire de mieux, pour lui, aujourd'hui, que de vivre dans la mémoire de ce passé. Bon, certes, mais enfin,
on voit bien que on fige la société quelque part, quoi. On congèle le truc et c'est quelque part, il est un peu, ça marque une tétanisation quelque part de sa démarche. Alors, d'autres juifs lui ont dit notamment, et puis d'autres personnes, mais la foi des anciens a largement disparu. Hein, donc qu'on lui objecte. Le monde, alors déjà à son époque, bon, c'est assez récent, hein, c'est dans la deuxième partie du XXe siècle, le monde est post-judaïque, il est post-chrétien, il est post ce genre de croyance en grande partie. Et donc il y a une nécessité d'assimilation à la vérité est vue comme une nécessité morale. Donc voilà, en fait, on voit tout de suite qu'il se heurte à des objections auxquelles il a beaucoup de mal en fait à répondre. Il y répond, mais il a du mal à y répondre. Suit à ça, je dirais, une longue citation de Nietzsche et un long Nietzsche, le judéophile, donc justement des extraits très judéophiles de Nietzsche, sur la mission des Juifs, à propos de la mission des Juifs. Judéophile sur l'aristocratisme et au fond la fusion des élites qui surviendra comme un fruit mûr en Europe. Il s'appuie là-dessus en disant, bah, quelque part, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une fusion des élites juives qui sont censées guider les nations et les meilleurs de ces nations, justement, qui vont se fusionner ensemble en Europe. Bon, c'est ce que c'était le pronostic de Nietzsche, le poète. Hein. Vous savez que je ne le considère pas comme un philosophe. Donc du coup, tu regarderas mon émission sur Nietzsche, tu verras, il prend cher. Inspirateur des nazis quand même, hein, faut quand même pas l'oublier. Mais au final, qui était très judéophile parce qu'il disait, bah, il voyait bien, comme lui c'était un aristocrate et qu'il poussait l'aristocratie à pousser au pouvoir, bah, il voyait ça comme une perspective, cette fusion aristocratique. Et au fond, et là c'est de nouveau moi qui parle, cela préfigure quelque part ce qui se passe aujourd'hui, en glorifiant les êtres supérieurs. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on assiste avec l'alliance contre nature, qui apparaît contre nature, mais au fond, quand on a cette lecture-là qui est plus du tout, qui a une cohérence, l'alliance contre nature avec des néo-nazis et des juifs, notamment ce qui se passe en Ukraine, avec Zelensky qui est juif, et qui a une base militaire et militante, nationaliste et néo-nazie. Au moins en partie, hein, je ne dis pas c'est la totalité, mais au moins en partie. Donc ça, ça préfigurait et ça préfigure en définitive ce qui se passe effectivement aujourd'hui. Et donc il poursuit, Léo Strauss, où il voit cela comme une assimilation. Donc il voit cette aristocratie quelque part mondiale au final, hein, même si à l'époque, lui, il voyait Nietzsche plutôt à l'échelle européenne, une assimilation sans renoncement à l'héritage, et par une domination sur l'Europe et sur l'Occident. Et je dirais, à titre personnel, et moi je dirais surtout aux USA aujourd'hui, qui est quelque part l'archétype de cette fusion aujourd'hui, que ce soit sous Biden, enfin récemment, que sous Biden ou sous Trump aujourd'hui. Donc voilà en définitive je dirais le cœur de ce qu'il disait sur pourquoi rester juif et quelle perspective. Alors quelques autres éléments qu'on va trouver dans cette conférence. Et à un moment donné, il fait une longue digression sur le terme inapproprié d'antisémite, où il conclut que arien pour les nazis veut dire non-juif, afin de dissimuler le vrai terme qui serait haine des juifs. Qui est pour lui est le seul principe fondateur du régime nazi, page 34. Le seul principe fondateur. Alors là, pour ma part, pour le coup, moi j'aime bien beaucoup Léo Strauss parce que c'est très fouillé ses analyses. Mais là, pour le coup, je pense que sa conclusion est complètement fausse. Malgré un certain nombre de prémices juste sur l'antisémitisme, parce que les sémites, au fond, c'est très large, c'est pas que les juifs. Hein. Et même des juifs qui ne sont pas sémites, alors donc, c'est complètement inapproprié.
mais malgré des premiers juifs, parce que les juifs ne haïssaient pas moins les juifs que les communistes, que les slaves, que les bohémiens et que plein d'autres gens. Hein. Donc je pense que là, c'est... Et puis la défaite de la Première Guerre mondiale était aussi un élément extrêmement important. Donc je pense quand même que là, il fait une centralité, je dirais, assez excessive. En fond, et là, c'est à moitié une réflexion, à moitié une lecture, il a tendance en fait à mettre les juifs toujours au centre de tout. Hein. C'est-à-dire que voilà, les nazis, c'était que la haine des juifs, etc. C'est en filigrane, hein, comme je dirais. On a tendance que tout est centré sur cette question. D'ailleurs, il le dit texto, page 34, où est-ce qu'il dit, pour lui, c'était un grand compliment, justement, vis-à-vis du peuple juif, que les nazis soient anti-juifs. Bon. Et il le dit même à plusieurs fois, hein, donc c'est pas... Alors, autre chose qu'il dit par rapport aux nations. Les nations, c'est ceux les goyim, donc qui ne sont pas juifs. Donc je vais faire une citation, tronquée à un moment, mais une nation est une nation en vertu de ce qu'elle vénère. Une nation est une nation en fonction de ce qu'elle vénère. Et un peu plus loin, dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'idéologie. Alors moi je dis, ça c'est pour moi dans les deux cas, ces deux affirmations, là c'est de nouveau moi qui parle, sont fausses également, grossièrement fausses je dirais. Quoi. Les nations n'est pas une nation en fonction de ce qu'elle vénère, elle est en fonction de sa langue, de sa culture, de sa localisation, c'est ça qui définit une nation. Enfin, c'est pas ce qu'elle vénère, d'ailleurs les croyances évoluent, changent, et les nations demeurent. Donc bon, voilà, il est dans l'idéalisme et donc on peut parfois se tromper énormément. Quoi. Et puis dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'idéologie. Mais qu'est-ce que la philosophie et les philosophies, en Grèce notamment, mais pas qu'en Grèce, dans l'Antiquité, il y avait énormément de penseurs. Qu'est-ce que c'est que penser que philosopher si ce n'est pas construire, élaborer une philosophie, enfin, une idéologie. Donc. Et même avant les socratiques, hein, les pré-socratiques, il y avait déjà de l'idéologie. Donc voilà, sur les nations et sur l'idéologie. Un autre point qu'il aborde, c'est sur la noblesse de l'idéalisme. Il note, en citant une prière, une longue prière, qui met en fait les Juifs à part des autres peuples de la terre, qui ont été mis ainsi sur terre par le Dieu qu'il faut vénérer. Et il dit que c'est un rêve, une noble illusion, donc il fait l'apologie, parce qu'il y a un mystère ultime de l'être. Et là, je vais le citer. D'ailleurs, c'est même ce qu'il y a en 4e de couverture. Il est certainement plus noble d'être victime du rêve le plus noble, je reprends. Il est certainement plus noble d'être victime du rêve le plus noble qui soit, que de profiter d'une réalité sordide et de s'y vautrer. Là, ça m'inspire, enfin, quelque part, on est dans un antimatérialisme caricatural. Enfin, c'est-à-dire, de profiter d'une réalité sordide et de s'y vautrer, on est dans ce qui a été stigmatisé dans les pourceaux d'Épicure. Or que les pourceaux d'Épicure, qui ont été notamment par les chrétiens, hein, mais qui ont été stigmatisés, or que la vraie philosophie d'Épicure, c'est pas du tout ça, quoi. C'est juste quasiment à l'opposé de la philosophie d'Épicure. Et là, donc, c'est un idéalisme qui peut parfois participer, certes, à l'élévation de l'homme, mais comme il est déconnecté de la réalité, c'est également le berceau des pires des malheurs. Et comme on dit, souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais, donc voilà. Bon, après, il y a une discussion, à la fin, il y a une discussion avec le public à la suite de cette conférence. Et il y a la question qui lui est posée, mais qu'est-ce que c'est qu'être juif? Et en fait, il n'arrive pas à répondre à cette question en définitive, même si à un moment donné, il fait référence aux descendants d'Abraham, mais il n'insiste pas trop là-dessus parce que il voit bien que ça n'épuise pas le sujet.
il rejette le terme de mythe en invoquant une chose que tous les juifs connaissent, mais qu'il n'énoncera pas. Donc là, du coup, on ne sait pas. Enfin, moi qui ne suis pas juif, je ne sais pas de quoi, ce à quoi il fait référence. Hein, mais visiblement que tous les juifs connaissent, et que ceux qui ont étudié le connaissent également. Donc là, si vous avez la réponse à cette question, ça m'intéresserait, parce que là, du coup... Et en fait, sa conclusion globale, c'est que le problème du peuple juif, en fait, c'est d'être le peuple élu, et donc d'avoir cette position, c'est à la fois une mission très noble, quelque part, mais en même temps, c'est ce qui fait son malheur. Alors, quelle est ma conclusion maintenant? Maintenant, c'est moi qui vais parler. Je dirais que Léo Strauss, à mon sens, concentre en lui les contradictions du conservatisme et du modernisme. Parce qu'il cherche tout à la fois à faire perdurer la société libérale, dans tous les sens du terme, parce que c'est un libéral, et il défend le libéralisme, mais surtout le libéralisme en termes de liberté de pensée, hein, aussi, en premier lieu. Et simultanément, il en appelle à la tradition, à l'inscription, mais en même donc à l'inscription dans les pas des anciens. Quelque part, il se veut à la fois moderne et ancien. Donc cette contradiction synthétise cette double impossibilité contemporaine en définitive. Et au fond, cette contradiction, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, elle est mère des égarements présents, dont je dirais les égarements, la fuite en avant eschatologique, je dirais, est un symptôme. Celle du nihilisme pourtant qu'il détestait, je vous rappelle un de ses ouvrages, c'est quand même Nihilisme et politique. Donc, vous voyez, et avec l'antidote du droit naturel, voilà, on voit bien, il est au nœud, au fond, c'est le penseur du nœud de ses contradictions, quelque part. Et il n'arrive pas, par ailleurs, à discriminer, parce qu'il voyait bien le modernisme, où ça posait problème. C'est pour ça qu'il voulait revenir dans la tradition, mais il voyait que la tradition n'était pas possible. Enfin, vous voyez le dilemme, en définitive, les paradoxes. Au fond, il n'arrive pas, à mon sens, à discriminer la différence entre la morale et l'éthique. Je dirais cela par fidélité, c'est son argument principal, à la tradition, juive en l'occurrence, alors qu'à mon sens, il avait tout en main, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est quelque part, il avait tout en main pour trouver la solution, mais il ne l'a pas trouvé. Ça illustre le préjudice, au fond, d'une religion, ici le judaïsme, sur le raisonnement. C'est-à-dire que c'est cette chape de plomb, je dirais, de la fidélité aux anciens qui l'empêche de transcender ça, de passer, et autrement que par cette aristocratie et cette fusion avec les nazis prévue par Nietzsche, pronostiquée par Nietzsche. Et donc, on retrouve ça d'ailleurs à la fin de son introduction de droit naturel et histoire. On voit bien qu'il a quasiment tout, enfin, il a quasiment toutes les cartes en main, et on voit qu'au dernier moment, il saute pas le pas, il en reste là. Et c'est un peu comme quand je parle, quand on a parlé de l'islam, j'en avais parlé également, on voit bien aussi ce rôle de la religion qui empêche de penser à un moment donné, qui empêche les musulmans bien souvent de penser et de remettre en cause, parce que c'est cette chape de plomb de Dieu qui empêche de passer. Là, c'est différent, puisque là, c'est le poids de la tradition qui l'empêche de passer, qu'il ne peut pas transgresser, qu'il ne peut pas passer outre, transcender. Et là, c'est de nature différente, mais on voit bien que le fond, au fond, c'est ce fond religieux qui l'empêche. Alors, le dépassement tant des traditions que de la modernité progressiste, je dirais à mon sens, est plus que jamais nécessaire. Une synthèse, une digestion, une intégration qui est toute l'œuvre du renouvellement spirituel. C'est-à-dire, c'est notre mission au CDRS, c'est ça. C'est bien justement parce que c'est de résoudre le problème dans lequel se débattait Léo Strauss, en définitive. Et un chemin sur lequel on trouve Simone Veil. Et c'est là, en fait, quand on va comparer Léo Strauss à Simone Veil, qui, elle, Simone Veil, a su transcender ça, justement. Alors, partiellement, mais elle a réellement transcendé, puisqu'elle est elle-même juive d'origine, comme Léo Strauss, hein, mais elle a quitté la religion juive, et elle a participé, elle a été dans l'assimilation, et tout en nous apportant l'expression du droit naturel dans son ouvrage L'Enracinement, justement, au cœur de la barbarie nazie. Et c'est précisément là
où Léo Strauss a reculé devant l'obstacle. Elle n'a pas eu peur de transcender, de se transcender en disant, eh bien, non, c'est pas en allant en arrière, en restant bloqué, qu'on pourra progresser. Enfin, progresser. Passez-moi ce terme. Se déployer, se développer, poursuivre notre marche. Parce qu'elle a su inventer, réinventer, au moins en partie, faire vivre ce qui est l'intemporel, justement la différence entre le moral et l'éthique, et non pas justifier, juxtaposer en un assemblage hétéroclite des traditions qui sont incompatibles, ce qui est souvent le cas. Voilà pour ma conclusion. Vous trouverez également sur le site un lien vers un texte d'une quinzaine de pages, Léo Strauss, filiation néoconservatrice ou conservatisme philosophique de 2010 par Thierry Ménissier, que je mettrai sur la page du site. Un livre, une synthèse très intéressante où on retrouve toutes les contradictions que je cite là, alors moins sur l'aspect philosophique que sur l'aspect politique, mais on voit bien tout l'enjeu en fait qu'il y a dans ce débat, dans cette question philosophique et spirituelle. Voilà, messieurs. Bon, c'était dense, je pense, mais j'espère que... Je pourrais mettre le texte, si vous voulez, également sur le... Voilà, je vous cède la parole. J'étais un peu long, mais bon... Qu'est-ce que ça vous inspire ? Franck, tu veux... Alors, moi, dès le début, ce qui m'a interpellé, c'était d'entendre, encore en 2025, l'expression le problème juif. C'est vrai que pour une partie pour beaucoup de gens, le peuple juif est un problème. Pour une autre partie, le peuple juif pose question. Je voudrais... en fait, je vais faire 2 citations, puis je vais laisser la parole à Claude. Dans son monumentale histoire du peuple juif, il y a Heinrich Graetz qui commence son introduction d'une manière assez intéressante. Je vous lis rapidement le tout début de l'introduction, où il dit « J'entreprends de raconter le passé d'un peuple qui date des plus reculés et qui s'obstine à vivre encore, qui, entré pour la première fois il y a plus de 3000 ans sur la scène de l'histoire, n'a encore nulle envie d'en sortir. » J'aime beaucoup son humour. Aussi, ce peuple est-il tout à la fois vieux et jeune. L'âge a marqué ses traits d'une empreinte ineffable, et cependant, ces mêmes traits ont une fraîcheur si juvénile qu'on dirait qu'il vient de naître. S'il y avait quelque part une pareille race, bon, là, il écrit à la fin du 19e siècle, donc il va utiliser encore une race. Race, c'est un mot qui est quasiment interdit maintenant, qui se fut conservé dans une longue suite de générations jusqu'à l'heure présente, qui, sans s'inquiéter des autres races et sans être inquiété par elles, j'y reviendrai dans le deuxième texte, sans service rendu, sans influence aucune sur le monde, se fut dégagé de la barbarie originelle. Si une telle race existait dans quelque coin du globe, elle serait assurément recherchée, étudiée comme un rare et curieux phénomène. Et quoi de plus remarquable, en effet, qu'une relique des plus vieux âges qui aurait assisté à la naissance et à la chute des plus anciens empires et qui leur survivrait encore aujourd'hui. Je trouvais cette introduction assez remarquable et j'enchaîne en fait par, il me semble, un ouvrage qui est au cœur de ce que vient de nous dire Luc, donc qui est en fait le père du sionisme, donc Theodor Herzl, qui a écrit l'État des Juifs. Donc l'État des Juifs, la première édition date de 1896. C'est intéressant 1896 parce qu'en fait, quel va être le facteur déclenchant de l'écriture de ce livre, ça va être l'affaire Dreyfus, qui est contemporaine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de retourner un petit peu à ce qu'écrit l'auteur.
le début de son prologue, Theodor Herzl écrit l'idée il parle du sionisme, hein. L'idée que je présente dans cet écrit est très ancienne. C'est celle de la création d'un État pour les Juifs. Alors, lorsqu'il va écrire État pour les Juifs, il va écrire Juif avec un J majuscule, ce qui renvoie à une petite note, l'option de Hertz étant évidemment une option nationale. Il convient d'écrire Juif avec un J majuscule, juif comme français, comme allemand, et non comme catholique ou protestant. Donc là, en fait, il fait vraiment il va parler de la création d'un État juif du point de vue de la nationalité et non pas du point de vue de la spécificité religieuse. Ce qui va en fait, ce qui va le motiver, ça va être, et ça c'est toujours dans le titre et dans le début de l'introduction, c'est l'état finalement du peuple juif dans sa diaspora et ces innombrables pogroms qui ont eu lieu au travers de l'histoire, qui font que ce peuple a toujours été persécuté. Et donc que ce peuple finalement pose question, qu'on lui interdit quasiment de vivre libre et de vivre qu'en tant que représentant de l'humanité, même si effectivement, d'un point de vue biblique et d'un point de vue religieux, ce que n'aborde pas véritablement Theodor Herzl dans l'état des Juifs, son statut de peuple élu n'est pas du tout un peuple élu, un statut de peuple élu, mais de peuple choisi. Alors, on va jouer sur les mots. Peuple élu, peuple choisi. La notion d'élection passe par un choix, et ce choix va finalement dicter cette spécificité chez les Juifs, qu'ils soient religieux ou non religieux. Je me souviens très bien d'un Rav qui disait, mais même si vous êtes juif et que vous n'êtes pas croyant, donc que vous n'êtes pas, comment dire, que vous n'adhérez pas au judaïsme, vous êtes juif. Ça ne vous empêche pas d'être juif. Voilà. Donc il y a toujours c'est pas une ambiguïté, mais cette double face entre guillemets, qui va mêler finalement une identité nationale spécifique et une religion spécifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, j'anticipe un petit peu, mais quand on abordera le sujet sur les femmes dans le judaïsme, eh bien, j'aurai l'occasion, à travers l'histoire de Sarah et de Rebecca, de reparler des origines, finalement, de l'antisémitisme sur le plan biblique. On parlera d'Édom, on parlera d'Amalek, et on verra que finalement, on en est toujours dans cette histoire d'un peuple avancé qui est en sorte une petite sorte d'enclave occidentale dans un Moyen-Orient qui ne cherche qu'une chose, c'est à le faire disparaître. En ce qui concerne par contre ce que tu disais, Luc, sur la création d'un État juif, tu as parlé d'après la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est antérieur, hein. On peut parler des accords de Balfour, qui sont bien antérieurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui, d'une certaine mesure, sous l'influence des pays anglo-saxons et de l'évangélisme anglo-saxon, va favoriser la création de cet État juif, ce qui les arrange, parce que d'un point de vue eschatologique, finalement, la création d'un peuple juif avec le retour des Juifs au sein d'Israël va marquer une étape fondamentale pour finalement ce qu'on appelle la parousie. Donc là, et c'est d'ailleurs une question intéressante qui est, tu parlais d'alliance contre nature par moment, où il y a beaucoup, si on prend les États-Unis, si on prend Trump, par exemple, Trump qui est un chrétien convaincu, qui va être pro-sioniste et pro-juif, alors que le judaïsme, finalement, ne reconnaît absolument pas le christianisme. Donc là, on est dans une alliance assez curieuse, qui pourrait faire l'objet d'une autre discussion, mais qui est assez particulière aussi. Donc
même si effectivement dans le judaïsme, Jésus de Nazareth n'est pas reconnu comme étant le Messie, l'attente messianique du peuple juif va passer paradoxalement aussi par l'aide des nations, et des nations qui sont essentiellement chrétiennes. Donc, voilà, bon, voilà, je voulais juste apporter ces quelques éléments, céder la parole à Claude. Oui, Claude, ton micro est coupé. Comme j'avais mis mon petit, merci Franck, comme j'avais mis mon petit chauffage, ça fait du bruit, je l'ai coupé. Oui, en tout cas, merci Luc déjà de ce travail sur Léo Strauss, que je dois avoir quelques ouvrages de lui, mais je ne l'ai jamais lu en réalité, Léo Strauss. Donc c'est pas mal, ça m'apporte des éléments. Alors, j'ai trouvé surtout très attachant cette contradiction quoi, qui est dans cet homme, quoi, hein, parce qu'il porte sa réflexion, on le sent très loin, et en même temps, il est toujours entre deux choses. Et d'une certaine manière, il me paraît assez symbolique, enfin comment, oui, représentatif, disons, finalement du problème s'il y a problème, du judaïsme. Mais il faudrait que je creuse vraiment cette question. Moi, ce qui m'apparaît, parce que j'ai, disons, la lumière aussi de la révélation d'Arès, hein, du signe, c'est que le peuple juif, alors j'aime bien cette expression que c'est un peuple qui a été choisi, hein, que rappelle Franck, mais qui ne s'est pas élu. C'est ce que j'avais dit à un moment donné, j'avais eu cette réflexion-là, il ne s'est pas élu lui-même, il n'est pas passé au stade véritablement auquel finalement la vie, Dieu lui proposait de le faire, hein. Les peuples sont libres. Il a eu un enseignement sur, je ne sais pas combien d'années, ça a été tout de même très très long, avec régulièrement des visites de prophètes qui venaient relancer, je dirais, la reconquête spirituelle. Mais cette reconquête spirituelle n'était pas dans les pratiques religieuses ou dans les 613 mitzvot là, qui restent comme des monuments. Elle n'était pas là, elle était dans la reconquête vraiment de l'amour, de l'identité de l'homme, de l'identité d'Adam, enfin de la réadamisation, disons, de l'homme. En fait, elle est là le problème. Et donc le peuple juif avait une mission messianique, lui, a d'abord réalisé ce- ça en lui-même, ce que Jésus, d'une certaine manière, réalise, mais de façon limitée, pas au niveau d'un peuple, et le porter dans le monde entier. Mais pas en tant que nouvelle religion, mais en tant que reconquête de soi, encore une fois. Reconquête de soi, vie spirituelle libre. Vous voyez, c'est plus une question d'identité terrestre au sens national, au sens langue, au sens culture, etc. Mais c'est véritablement une identité spirituelle au sens où on peut se retransfigurer, quoi. L'homme est capable d'autre chose que cette vie médiocre finalement dans laquelle il est en permanence, hein. J'ai bien aimé ta citation, Luc, de Léo Strauss, à un moment donné, quand il parle de la noblesse de l'idéalisme. Oui, mais en même temps, oui, en même temps, elle porte une contradiction énorme, parce que, oui, mais parce que cette noblesse de l'idéalisme, il y a une vision de l'homme qui est très belle, très lumineuse, très, très aérienne, mais qui demande, elle, pour la reconquérir, un long travail laborieux sur plusieurs générations de rechangement de nous-mêmes, où c'est plus notre identité terrestre, nos opinions politiques, c'est plus ça qui compte, c'est pas ça le fond de l'affaire, c'est véritablement notre nature humaine universelle, quoi. Fils, fille et fils de l'éternel, du divin. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut reconquérir. Alors à partir du moment où le peuple juif ne l'a pas fait, eh ben, il s'est enfermé dans la notion culturelle, disons, de nation, et puis avec
le sionisme qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est tout. Voilà. Et puis en fait, ça signe son échec, c'est d'une certaine manière. Donc il y a l'échec, à mon avis, d'une mission divine qui lui était confiée. Et puis, bah, on fait avec son nez, puis après on devient comme les autres, et puis on devient même peut-être des fois pire que les autres. Enfin bon, bref, pas pire parce que il n'y a personne pour attraper qui que ce soit. Mais quand tu dis euh, que tu as cité une introduction, Franck, l'introduction de je ne sais plus quel ouvrage d'ailleurs, l'ouvrage sur l'histoire du peuple juif, de qui est-ce, il faudrait que tu me le redises, mais Heinrich Graetz. Alice Gretz, d'accord, je vais le noter ça. Un des Euh, fondateurs du sionisme. oui. Alors, ben, Non, c'est ça? Non, 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 non. non, 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 c'est Herzl, le Ouais, fondateur du sionisme. Mais euh, Ah, Gretz, Ernst. c'est un Theodor styliste. Herzl. Mais, Herzl. mais, Ernst. mais quand tu dis, tu as dit qu'à un moment donné, il ne s'est pas dégagé en fait de sa barbarie originelle, quoi. Le peuple juif, on pourrait le dire comme ça, de certaine manière, et il est resté dans la barbarie euh, domestiquée qui est celle du monde, enfin des États-nations, de la loi, etc. Enfin, on est toujours dedans, hein. En réalité, elle n'a pas changé, quoi. On n'est pas sorti de là. Donc voilà, tout ça, moi je vois ça comme ça, quoi. Je vois un peuple qui n'a pas répondu à sa vocation, sauf à travers quelques éléments. Et qui en même temps, par l'enseignement qu'il a eu, a une très grande intelligence souvent sur le monde, sur les choses, sur l'histoire, sur l'humain, hein, Mhm. qui est là. Ça, c'est indéniable. C'est intéressant ce que tu dis, Claude, parce que en fait, quand on parle de peuple élu, on a tendance à idéaliser un petit peu ce peuple. Il a été choisi, mais même en dépit de ses défauts. Et à travers le Oui, bien sûr. prophétisme d'Isaïe, d'Ézéchiel, faut voir un petit peu ce qu'ils disent, quoi. Oui, 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 tout à Vous fait. n'avez rien respecté, vous êtes nuls et tout. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est Pour un- toujours comme à chaque Ouais, fois qu'ils reviennent, ils ouais, leur ouais, disent ça. absolument, Chaque fois, vous absolument, êtes à côté de la plaque, quoi, les gars. absolument. Oui, Ouais, ouais, oui, tout à fait. c'est ça. Oui, je sais bien, mais je sais bien. Parce que c'est pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est pas de faire une religion et d'observer, de vénérer Dieu, etc. C'est de se refaire Dieu, quoi. Le fond du problème, il est là. Hein, Ouais. bon, bref. Et Luc, je voulais rajouter une petite chose parce que quand j'ai fait le commentaire, une petite phrase que j'ai oublié de citer. Je parlais de Théodore Herzl, qui est vraiment le fondateur du sionisme. Pour lui, en fait, c'était, j'allais dire, une idée, hein, nationale. Et quasiment à la fin de son introduction, Herzl dit que à travers le sionisme, il cherche une force motrice. Et cette force motrice, il va la nommer, c'est tout simplement la détresse des Juifs en diaspora. Voilà. C'est un constat. Hein, un constat simplement où il va. D'ailleurs, il ne parle pas forcément d'Israël. Hein, voilà, il y a eu d'autres solutions dans l'esprit de Herzl. Il a même parlé d'une association avec le catholicisme. Voilà, pour lui, c'était le point fondamental, c'était de sortir de ces siècles de pogroms, de rejets, de massacres, et de cette détresse permanente des Juifs en diaspora. Hmm. Puisqu'on est bien avant les accords de Balfour et on est bien avant la création d'Israël. Oui, oui. Et Luc, tu as signalé d'ailleurs ça dans ce que tu disais de Strauss. Qui marque une rupture, lui, il montre entre judaïsme et sionisme. Ah, Le complètement. judaïsme étant ouvert vers la vocation universelle, justement, et le sionisme, au contraire, étant finalement l'acceptation de l'échec, d'une certaine manière. Moi, je le verrais comme ça, quoi. Alors, L'échec sais-tu. du passage du peuple choisi à peuple élu, quoi. Ouais, Luc, Strauss est décédé avant la guerre des 6 jours. En Il est mort en 67. 1973. Est-ce que c'est avant la guerre des Six Jours? Je ne sais Ah, pas. Attends. 67, la guerre des Alors, six attends, je jours. vais te dire. Décès 19 octobre, 18 octobre 1973. Donc, je sais pas, la guerre des 6 jours, c'était quand? En 67. Ah oui, Oui, bah, c'est c'est bien après, après. oui. Oui, 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 d'accord. oui. Parce que c'est quand même été un événement Mort bien majeur. après. Donc, Ok. Alors, Alors, Luc, vous qu'est-ce me que tu permettez voulais une dire? conclusion? Eh bien sûr, au contraire. Alors,
Donc je vous inviterai de nouveau à lire le texte que je suis en train de finaliser de lire, qui est très intéressant sur Léo Strauss, etc., qui va te faire économiser beaucoup de temps, toi qui n'as pas lu Léo Strauss, Claude. Tu vas voir, oui. ça va te permettre de synthétiser plein de choses. Bon, il n'y a pas tout, mais enfin, il y a quand même, il y a le scientifique moelle dedans, surtout à la fin où il fait un peu un résumé et tout. Je trouve qu'effectivement, c'est très bien vu, hein, ce que tu viens de dire, Claude, sur le fait... En fait, le sionisme, c'est en fait la signature du constat d'échec de cette démarche. Effectivement, c'est très intéressant, je dirais, c'est avec cette scission, je dirais, que constate Strauss, de cette contradiction, enfin, il se débat dans les contradictions, c'est une détresse. Tu parlais de la détresse des Juifs, effectivement, par toutes les persécutions qui ont pu émoyer la vie de ce peuple. Et en y voyant une solution, et toute cette contradiction, enfin, on voit bien la détresse, on la sent bien. Hein. Moi, j'ai envie de dire, enfin, c'est aussi la conclusion que j'avais, hein. Mais j'y reviendrai. J'y reviendrai parce que je veux finir là-dessus, évidemment. Sur Claude, toujours, oui, la vie spirituelle, libre, etc., l'identité. Ok. N'oublions jamais que nous sommes des êtres terrestres, nous sommes aussi des êtres matériels. Oui, mais ça se fait dans la chair. En premier lieu. Hein, en premier lieu. Mais on voit bien la dimension foi, tout ça, Claude, dans ton discours toujours, mais cet enracinement dans la Terre, dans l'univers, dans la matérialité, t'en parles pas souvent. Attends, tu sais ce que Dieu dit au frère Michel? Il lui dit plante ton pied dans la terre. Bah oui. Hein. Il lui dit ça, plante ton pied dans la terre. Vas-y Franck, vas-y, reprends, avant que je passe à toi. Ah, je voulais prendre la défense de Claude. Et connaissant la révélation d'Arès et ayant rencontré 3 fois le frère Michel, la dimension terrestre, elle est très présente. C'est vrai qu'elle ne transparaît pas forcément dans la révélation d'Arès, mais elle est présente. On n'est pas déconnecté de la réalité, quoi. Ah ben non. Il s'agit de pardonner, faire la paix. Je ne dis pas, mais terrestre. Dans le discours de Claude, ce que je dis, c'est que ça transparaît pas tant. Pas, à mon sens, si je peux me permettre, je connais pas suffisamment la révélation d'Arès, mais c'est pas ce qui transparaît principalement. Ouais. Parce que là, je suis obligé de faire des ça transparaît quasiment pas, quoi. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Hein, ça. Si Eberhard était là, il vous dirait, mais attendez, avec les crises, la barbarie et tout ça, vous allez voir que la matérialité, c'est un petit peu important quand même. Oui, mais les absents ont toujours peur. Comment ? Ah, mais je suis d'accord que la matérialité est importante. Ah bah. Pas de problème. Mais il y a une autre manière de la traiter que celle à laquelle on se voue pour le moment. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'exclusion du matériel et du spirituel. Et donc, c'est bien ça le problème, quoi. Il faut réussir à réconcilier tout cela, à harmoniser, à intégrer tout ça. C'est dans cette intégration. Quand je disais que Léo Strauss, il avait toutes les briques, enfin, parce que nous, en fait, c'est ce qu'on pense qu'on a réussi à faire, enfin, c'est de réussir justement à assembler tous ces morceaux pour dire, mais on a un tout cohérent qui réconcilie la vie spiritualité, la matérialité, tout. Enfin, enfin, c'est bien, quoi. Enfin, moi, je suis très content de ça, en toute modestie. Alors, sur Claude, sur Franck. Alors, la création de l'État d'Israël, c'est le 14 mai 1948. Oui, mais ça avait commencé avec Balfour. Non, mais quand je parle après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la création d'Israël, 14 mai 1948. Évidemment que ça ne vient pas de rien, qu'il y a eu ça vient surtout de la deuxième partie du 19e siècle, à ma connaissance, quand même, l'origine. Hein. De la fondation d'un État israélien. Ça mûrit, voilà. Oui. Puis qui vient, je pense également du problème juif, du problème notamment de la détresse. Hein. Alors sur ce fait du terme problème juif, moi je m'excuse, mais c'est le terme qu'il emploie très fréquemment. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Je recommence encore.
il n'existe pas de solution du problème juif. L'expérience d'une telle solution, de la prémisse selon laquelle tous les problèmes ont une solution, etc., etc. Je comprends. En fait, c'est vrai que ce terme m'a heurté parce que ça serait peut-être coupé au montage, mais j'ai lu l'ouvrage du père Adolphe. Du père Adolphe. Ouais, je ne connais pas ce père. Adolf Hitler, tu veux dire peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que le père Adolphe, c'est un petit peu... Parce que dans Mein Kampf, il utilise cette expression. Ah, d'accord. Problème juif. Ah oui, mais alors attends, ça c'est un truc... alors, ça franchement, c'est vraiment un truc, c'est... si Hitler, il a dit le ciel est bleu, bah on n'a plus le droit de dire que le ciel est bleu, quoi. Enfin, je sais, oui. Ça, c'est ce que font bien souvent des journalistes et tout ça. Enfin, bon, là, non... Bon voilà, je cite. Et puis sur le fait de peuple, sur le terme également de peuple élu, mais c'est un terme qu'il emploie lui aussi. Et il n'emploie jamais le terme peuple choisi. D'ailleurs, et il y a un autre endroit où j'ai pas, il y a un autre terme également. Ah oui, c'était sur discrimination. C'est bien le terme discrimination qu'il utilise et pas distinction. J'ai vérifié en anglais. Il y a correspondance 1 pour 1 entre ce qui existe en français et ce qui existe en anglais. Discrimination, distinction, etc. Il y a 1 pour 1. Donc c'est bien le terme discrimination. Parce que ça aurait pu être un problème de traduction. Hein, c'est pas... Mais lui, il dit... Et en fait, il y a une discrimination également de l'élite, de l'aristocratie, hein, par rapport aux autres. Et c'est là où il se rejoint avec Nietzsche, quand même. Hein, et où on trouve une filiation avec, quand même, malgré tout, au niveau philosophique, au moins, avec une partie des Straussiens. Hein, ce qu'on appelle les Straussiens. Voilà. Ah oui, alors sur le Messie, alors je n'ai pas parlé de tout, hein, il y a d'autres choses. Sur la notion de Messie, il en parle également, etc., non reconnu, etc. Ça, je pouvais pas tout... voilà, après il y a le texte. Hein. Et puis sur cette détresse et cette solution à ce problème, moi je dirais, enfin, je reviens sur Simone Veil, et sur les gens qui se sont assimilés, puisqu'on a constaté qu'historiquement, cette assimilation, elle peut fonctionner. Elle peut fonctionner, mais moi je dirais il faut la faire puissance 10. C'est-à-dire que pour moi, ce problème du peuple juif, bon, peut-être il est plus présent et plus ancien, ce problème, mais il est vrai pour toutes les religions, quelque part, qui, à mon sens, pour se projeter dans l'avenir, et c'est un peu le message de Claude, devront se passer, transcender les anciennes croyances. Absolument, transcender les anciennes croyances pour revenir au tronc de l'arbre et de faire que ce qui est commun. Oui, il y a eu des branches, il y a eu le judaïsme. Bon, peut-être que la branche judaïque est plus ancienne. Puis après, on a peut-être le zoroastrisme. Peut-être on a également la chrétienté, etc. D'autres, le confucianisme. Mais tout ça a un tronc commun. Et revenir à ce tronc commun, où l'on redécouvre, au fond, absolument, on redécouvre ce que lui, il appelle le tout, hein, ce que Léo-Strauss, dans un autre ouvrage, appelle le tout. Et ce tout, mais c'est quoi ce tout? Mais ce tout, c'est le Tao. C'est ça, le tout, c'est le Tao. C'est rien d'autre. Et on en arrive à ce tronc commun, il est là. Il est là, le tronc commun. Le tout ou l'un. Ou l'un, voilà. Et c'est là le chemin de la rédemption, le chemin de la transcendance de ces problèmes. Et voilà, les fuites en avant, et les solutions qui sont mises en œuvre jusqu'à là, ce sont que des fuites en avant. Soit on extermine tout le monde, soit on se met à part, soit etc. Mais t'es un pèlerin qui s'ignore, Luc. Non, mais moi, on est dans le renouvellement, donc c'est normal qu'on l'a constaté. Il y a plein de... Très bien. Moi, je dirais... Enfin bon, c'est pas le sujet, là, aujourd'hui. Oui, d'accord. Luc, non, mais c'est normal qu'on converge. Par rapport au peuple juif, il y aura toujours un élément qui risque de... je veux dire, qui n'est pas en fait un red flag, ni une ligne rouge, mais il y a une spécificité du judaïsme qui est marquée dans la chair, c'est la Brit Mila, c'est la circoncision. Je pense qu'il est fondamental de garder en mémoire qu'à travers ces... Bien sûr, il y a la loi, on en parlait des mitzvot, mais il y a ce signe. Hein, la circoncision, c'est pas une coquetterie, c'est un signe dans la chair qui marque l'alliance, qui a été repris
dans le monde musulman. J'aurai l'occasion d'en parler lorsqu'on parlera d'Ishmaël, voilà, avec Abraham et Isaac et Sarah. Mais ça, je veux dire, on ne peut concevoir la judaïté sans la circoncision. Oui, mais il faut passer à la circoncision spirituelle. Oui, ça, c'est ce que dit le christianisme. Mais voilà. Enfin, ok, je vais vous laisser. Voilà. Bon, messieurs, Merci j'espère en tout que cas. cette émission, ce débat aura été intéressant, en tout cas, je crois. Oui, oui, oui. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.